Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un grand jour, j'inaugure cette chaîne YouTube. J'espère que vous lui ferez bon accueil et je vous propose de démarrer par une petite série de vidéos qui va s'intituler 5 merveilles, 5 continents. Le principe est simple, une thématique, 5 continents, 5 sites exceptionnels. En bref, un petit tour du monde du fond de son siège pour comprendre et connaître le monde dans lequel on habite et ses merveilles. On commence ? Et aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne de la hauteur et qu'on s'amuse à se faire peur en découvrant 5 sites à travers le monde qui donnent le vertige. Comme on va aller sur les 5 continents, l'idée c'est pas nécessairement de faire un top 5 pour énumérer les plus hauts précipices du monde et faire de la surenchère. Je vous propose plutôt une sélection de 5 endroits saisissants pour leur aspect vertigineux et d'apprendre surtout à mieux les connaître. Comme ça, lors d'un prochain voyage à la recherche de sensations, ça peut déjà donner des idées et en plus on comprendra mieux là où on met les pieds. Notre première destination nous amène en Asie, dans le parc forestier national de Zhangjiajie, dans le sud-est de la Chine. Vous connaissez certainement ces paysages si vous avez vu le film Avatar, et si je vous montre cette scène, That's it. Bank left. vous comprendrez alors probablement pourquoi c'est un lieu qui peut peut-être donner le vertige. Le site de Wulingwan, c'est un paysage exceptionnel qui est ponctué de plus de 3000 formations rocheuses en forme de colonnes, de pics, de piliers, d'une hauteur proche de celle de la Tour Eiffel. Mont déchiqueté à la végétation luxuriante, plongé dans une mer de brume dont seuls émergent quelques piliers comme suspendus en l'air, les nuages drapent les lieux d'une espèce d'atmosphère où le temps semble s'être arrêté. La beauté saisissante des lieux plonge le visiteur dans une véritable estampe chinoise et inspire encore beaucoup d'artistes aujourd'hui. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sur le seul critère de son exceptionnelle et incroyable beauté, donc c'est le seul critère, c'est parce que c'est beau. Ce paradis fait aussi l'objet de plusieurs protections pour le vivier de biodiversité qu'il abrite. Wulingwan, c'est une véritable oasis de nature de plus de 26 000 hectares dans une zone pourtant agricole et très peuplée de Chine. Le site abrite de nombreuses espèces végétales et animales menacées comme le chien sauvage d'Asie, l'ours noir d'Asie et le cerf d'eau chinois. Ah bah voilà, coupe ton monteur, c'est très bien. Donc, je disais, malgré l'apparente inhospitalité des lieux pour l'être humain, le site est ouvert à la visite et il y a de nombreux aménagements sur place pour prendre de la hauteur et se rendre compte de l'aspect vertigineux de ce lieu unique. Une anecdote intéressante et peut-être un peu triste, jusqu'à il y a encore 60 ans, il était quasi vierge de toute présence humaine du fait de son inaccessibilité. C'est en 1999 que les choses ont commencé à se gâter pour Wulingwan. Les marchands du temple ont commencé à confondre le site avec Disneyland et la commercialisation des lieux a précipité la dégradation des valeurs naturelles du site. C'est le début du tourisme pour Wulingwan. Ceci dit, dans les années 2000, après une véritable prise en main par les autorités locales pour activement protéger le site, notamment en démolissant plusieurs installations commerciales et en promouvant un tourisme plus respectueux, l'endroit a retrouvé son calme et sa beauté. Tous les impacts négatifs avaient été résorbés à ce moment-là. Malheureusement, en 2019, tous les indicateurs semblent montrer que le site a subi des dégâts largement supérieurs à il y a 20 ans, et notamment avec la recrudescence du tourisme et, depuis 2016, l'aménagement du plus grand pont transparent du monde, censé donner justement des sensations de vertige aux visiteurs et un peu de sensations fortes. Et on repasse en mode Disneyland. Ce qui est dingue avec ce pont, c'est qu'il a dû fermer au bout de 2 semaines, parce qu'il attirait plus de 10 000 personnes par jour. Mais ne vous inquiétez pas, depuis des quotas ont été instaurés, on ne peut plus accueillir que 8 000 personnes par jour. Donc quand on remet les proportions du tourisme local chinois, là aussi il y a de quoi avoir le vertige. Bon, ceci dit, à part le pont, je suis persuadée qu'on peut faire son bout de randonnée tranquillement loin du pont, dans cet énorme parc qui, je le rappelle, fait plus de 30 000 hectares. Direction l'Amérique du Sud et plus précisément le Venezuela avec la cascade la plus haute de la planète, le Salto Ángel. J'ai une affection toute particulière pour cet endroit, non pas que j'y sois allée, c'est juste que je me rappelle parfaitement de la première fois que j'ai vu les images du Salto Ángel et de l'émotion que ça m'a procuré. C'était sur les Blu-ray de Planète Terre, les documentaires, vous savez, de la BBC commentés par David Attenborough. Il expliquait tout le parcours de l'eau et la façon dont elle pouvait venir de très très loin et très haut pour abonder la terre de vie. Growing from humble streams to mighty rivers, it will travel hundreds of miles to the sea.
s'agit de la plus haute cascade du monde, 20 fois plus haute que les chutes du Niagara. La chute est si haute que l'eau se transforme en brume avant même de toucher le sol. En même temps, presque 1 km de chute, ça peut se comprendre. Cette cascade impressionnante, qu'on pourrait traduire par le saut de l'ange, a été découverte il y a à peine moins d'une centaine d'années par l'aviateur Jimmy Angel. Et en fait, Salto Ángel, c'est plutôt le nom de l'aviateur que la signification saut de l'ange. Et il se trouve que ça tombait bien. Pour l'anecdote, ce sont également les chutes de Salto Ángel qu'on voit dans le film d'animation Lao. There it is. Mais d'où vient l'eau de Salto Ángel ? Comment se fait-il que l'eau de la petite rivière Querep puisse se jeter du haut d'une montagne toute plate et totalement isolée ? Ce sont directement les nuages vu l'altitude qui alimentent directement la rivière puis la chute. Quelques informations techniques quand même, notez que si vous voulez vous rendre sur place, il vous faudra 3 jours de voyage, 5 heures de pirogue motorisée, et 1h30 de randonnée dans la jungle tropicale pour arriver au pied de la cascade. Donc voilà, vous êtes avertis. Ah, avant de nous rendre dans notre site vertigineux d'Afrique, il y a besoin d'une petite remise en contexte géologique. Nous sommes il y a 180 millions d'années. Déjà, de quoi donner le vertige. Et se passe ce que l'on appelle en géologie un panache. Alors, range ta paille en inox et ton dessous de verse pendant j'aime l'apéro. Un panache, en 2 mots, c'est une remontée de roches anormalement chaudes du manteau terrestre. C'est ce qui provoque des points chauds qui, en termes scientifiques, est ce qui est à l'origine des archipels volcaniques par exemple. Dans le cas de ce qui forme aujourd'hui le sud de l'Afrique, le panache a provoqué un grand affaissement qui, au fil du temps, des mouvements terrestres, de l'érosion et des couches de lave successives, a formé une muraille imposante aux falaises abruptes. Et là, je vous passe les 1000 détails géologiques dont je ne suis pas du tout l'experte. Bref, c'est tout ça qui a formé le grand escarpement et une partie de ce qui est aujourd'hui la chaîne de montagnes des Drakensberg. Là où je veux en venir avec mon charabia, c'est que là, on se trouve sur une formation de l'histoire géologique majeure du continent africain. C'est elle qui a formé ce titan de roche qu'est le grand escarpement et qui a accessoirement amorcé la séparation du continent africain avec l'Inde et l'Antarctique. Les noms Drakensberg, ça veut dire montagne du dragon en afrikaans, et son autre petit nom zoulou, Ukhalamba, ça veut dire le rempart de l'anse, c'est plutôt évocateur en fait pour comprendre l'apparence rugueuse qu'évoquent ces remparts bâtis au fil des âges. Mais t'avais pas parlé d'un amphithéâtre ? Eh oui, niché dans la chaîne de montagnes des Drakensberg, l'amphithéâtre est certainement le bijou géologique. C'est le panorama le plus impressionnant de toute cette mixture de cailloux. Je pense qu'on peut aisément le considérer comme l'un des plus spectaculaires de la planète. Cette formation rocheuse exceptionnelle présente une falaise longue de 5 km qui culmine à 1200 mètres de haut. L'amphithéâtre, c'est aussi un sommet de plus de 3000 mètres d'altitude, et c'est aussi les 2e plus hautes chutes d'eau du monde. J'ai dit que j'allais pas dans la surenchère, mais c'était pas fait exprès pour le coup. Les chutes de Tugela, elles plongent à 948 mètres d'altitude. C'est dommage, à 32 mètres près, on avait le record du monde devant le Salto Ángel. Tout ce qui entoure l'amphithéâtre est un véritable paradis pour les randonneurs. Et là, c'est pareil, il faut plutôt être préparé. Grimper des échelles, affronter pas mal de dénivelé. À mon avis, les jambes tremblotantes sont garanties. Bon, en fait, ne vous inquiétez pas, il existe apparemment des sentiers de secours pour ceux qui tourneraient de l'œil déjà à l'idée de grimper sur une échelle à 3000 mètres d'altitude sans protection. Il paraît que bivouaquer le temps d'une nuit pour se réveiller face au paysage qu'offre le sommet de l'amphithéâtre est une expérience à couper le souffle. Nous sommes aux portes du Lesotho voisin, c'est le seul pays au monde qui culmine intégralement à plus de 1400 mètres et on le surnomme pour ça le royaume dans les nuages. Ce qui va être bien avec ces vidéos, c'est que je m'auto-donne envie d'aller voir des endroits. Pour continuer dans l'exceptionnalité des lieux, le parc de Drakensberg est inscrit sur la très fameuse liste du patrimoine mondial pour ses valeurs naturelles évidentes et sa beauté, mais aussi parce que ces contreforts de basalte là et ces murailles infranchissables protègent en fait un grand nombre d'espèces végétales qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète et qui sont estimées d'importance capitale.
Sur le site, on compte aussi de nombreuses grottes et cavités rocheuses qui abritent le plus dense groupe de peintures rupestres au sud du Sahara. Il s'agit de peintures qui représentent la vie spirituelle d'un peuple oublié ayant vécu sur les terres du Drakensberg pendant plus de 4 millénaires, et ça aussi, ça donne de quoi avoir le vertige. On estime qu'il y en a presque 700 avec 35 000 dessins différents. Pas de quoi rougir à côté de Lascaux, hein, franchement. L'Australie, le pays-continent le plus plat, avec une altitude moyenne de 300 mètres, c'est ça qui va me donner le vertige. Par l'immensité de son vide, oui. C'est effectivement pas la hauteur non vertigineuse des falaises de Bonda qui vous donnera le tournis, mais laissez-moi vous remettre en contexte. Imaginez une immense région aride. Si aride qu'on l'appelle la plaine du Nullarbor, ça veut dire sans arbres. Une étendue gigantesque, désespérément plate et dépourvue d'arbres, et qui s'arrête net devant la Grande Baie australienne. C'est la baie qui donne en gros sur l'océan austral, direct pour l'Antarctique. Quand on s'approche du bord des falaises de Bonda et que l'on découvre la chute abrupte que représente cette fin de continent, la Terre qui s'arrête net, on pense qu'à une seule chose en réfléchissant à l'horizon, je suis au bout du monde. C'est tout droit, c'est l'Antarctique, il n'y a plus rien, c'est la fin du continent. C'est grisant. D'un point de vue géologique, les falaises et la plaine ne sont qu'une couche de sédimentation calcaire. Bon, c'est quand même le plus grand bloc calcaire du monde. Et celui-ci se serait soulevé lors de la dérive du continent pays australien, comme sur une rampe de skate pour émerger de l'eau. Les falaises s'étendent sur 100 km de long, ça en fait les plus longues falaises continues de la planète, bien qu'elles ne culminent qu'à 80 mètres de haut. C'est pas très haut comparé à tout ce qu'on a vu avant quand même. Mais pour le coup, on fait quand même pas le malin en s'asseyant au bord, hein. La coupure dans le paysage, elle est quand même nette, la falaise est quand même très abrupte, mais cette sensation de bout du monde, elle peut donner un autre type de tournis devant la démesure des continents face à l'insignifiante petite taille des êtres humains. La sensation est assez incroyable, de ça je peux témoigner. Si vous avez de la chance et que vous vous y rendez, vous pourrez observer les baleines franches australes mettre bas depuis le point d'observation sur le point le plus avancé des falaises. Et ça, c'est entre mi-mai et fin octobre. J'ai longtemps hésité à vous parler du site suivant parce qu'il fait partie des premiers auxquels on pense quand on évoque une sensation de vertige. Si je vous dis Norvège et Langue de Troll, vous me répondez. Situé dans le sud-ouest de la Norvège, la Langue de Troll est un plongeoir de pierre vertigineux surplombant le lac glaciaire de Ringedalsvatnet. Il a une hauteur de 700 mètres au-dessus du vide quand même, de quoi donner un panorama époustouflant et quelques sensations fortes aussi. Si le folklore nordique compte moult légendes sur les trolls et les géants, on le comprend, en tout cas moi je le comprends, car en parcourant la Norvège on passe littéralement son temps le nez en l'air à contempler des montagnes à la verticale et à se demander mais pourquoi tout est si haut, comme si ce monde avait été taillé pour des géants. Si j'ai décidé de vous parler quand même de cette montagne qui tire la langue, c'est peut-être pour déconstruire aussi quelques idées reçues. Devant la beauté majestueuse qu'offre ce promontoire, le spot est vite devenu instagrammable. Le tourisme a rapidement rattrapé cet endroit qui, il y a encore 10 ans, ne comptait que 800 visiteurs par an. En 2018, on oscillait autour des 90 000 visiteurs par an. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est pas 2 fois, ni 3 fois plus de monde, c'est 112 fois plus de visiteurs par an. C'est énorme. Au-delà de cette hausse monumentale de la fréquentation, ce sont de nouveaux comportements qui ont été aussi observés par nos trolls de pierre. Séances photo en robe, prise de risque pour prendre the photo, randonnée en tongs, plainte parce qu'il n'y a pas de toilette. On peut pas nier que des réseaux sociaux tels qu'Instagram qui sont basés sur de belles photos nous mettent parfois de la poudre aux yeux quand ils nous vendent des images d'un endroit vide de monde, désert, calme, avec une mise en scène spectaculaire. Le phénomène d'Instagram, au-delà d'attirer beaucoup de monde, ça peut donner de fausses idées sur ce que c'est réellement l'expérience de visite quand on vient sur place. Et il y a un risque de faire croire en un lieu fantasmé, vierge de tout visiteur, quand en fait c'est pas vraiment le cas. Par exemple, non, à Trolltunga, on peut pas s'y rendre sans une bonne paire de chaussures de marche. Si on veut trouver des toilettes, c'est là où on gare sa voiture avant d'entamer sa randonnée aller-retour de 22 km. Si on veut faire un shooting photo avec de beaux vêtements, il faudra d'abord les rouler en boule dans un sac à dos. Quant à s'y retrouver seul face à la nature, il vaut mieux viser l'arrière-saison ou être malin dans l'organisation de sa journée. En bref, la popularité d'un site, ça en fait pas nécessairement un endroit plus facile d'accès, mieux aménagé, plus accueillant ou même plus sécurisé.
Et d'ailleurs, si vous êtes randonneur plutôt casual comme moi, méfiez-vous du terme randonnée appliqué aux fjords norvégiens. C'est pas tout à fait la même signification que dans nos contrées. La montée à Trolltunga, elle est parfois décrite comme étant assez éprouvante, donc soyez préparés. Ceci dit, je cherche pas à vous décourager si vous voulez y aller pour aller faire de belles photos, au contraire, allez-y, profitez-en, c'est un endroit exceptionnel je pense. Mais allez-y informés et allez-y responsables. J'en ai fini avec ce petit tour d'horizon des quelques sites de ce monde pouvant donner le vertige. Évidemment, chaque continent possède bien plus d'endroits vertigineux que ceux que j'ai choisi de vous présenter, mais j'espère que parmi la petite sélection que je vous ai concoctée, votre curiosité aura pu être titillée et que vous aurez appris des choses intéressantes. Est-ce que vous avez déjà visité l'un de ces sites ? Si c'est le cas, moi ça m'intéresse, hein, on s'en parle. N'hésitez pas à me raconter vos expériences de visite, c'est toujours hyper intéressant et très singulier. Et si vous envisagez de visiter l'un de ces sites, quand ça sera possible, n'oubliez pas que certains peuvent être soumis à une pression touristique déjà très forte, surtout quand c'est des sites naturels ou des sites inscrits sur la renommée liste du patrimoine mondial. Dans ces cas-là, la bonne idée, c'est pas forcément de s'interdire d'y aller, mais de bien se renseigner avant de visiter ces endroits et de peut-être privilégier des parcours alternatifs. Il en va de votre propre expérience de visite et de la préservation de ces sites. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de continuer à vous émerveiller et je vous dis à une toute prochaine.